Vous êtes bien dans un état critique, saison 2, épisode 6. On se retrouve en ce début d'année pour parler des derniers films que l'on a vus en décembre 2025. On va alors, et bien évidemment, discuter des Schtroumpfs de Cameron, du Jonathan Cohen, qui ne fait pas du Jonathan Cohen, et d'un Who Done It avec un 007 à la retraite. Et bien sûr, le gros morceau, nous parlerons de la fin de Stranger Things, la 5e saison, qui a l'air d'être autant appréciée que celle de Lost ou de Game of Thrones. La rubrique qui s'est passé durant ce dernier mois dans les actus ciné et qu'on en pense. On vous parlera aussi bien évidemment de nos 5 à 10 grandes attentes de l'année en termes de Cinoche. Olivier, bien sûr, nous fera de nouveau un point box-office, mais de l'année dernière. Alors, 2025, c'était comment au cinéma ? Des dollars ou pas des dollars ? Le film Vintage, lui, nous a fait découvrir ou redécouvrir un film de baston qui a inspiré bien du monde. Et enfin, nos recommandations en fin d'épisode. Donc, vous entendez, on a du boulot. Avec moi, Christophe du site Critique d'un passionné et Olivier, critique énervé tout court. Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur toutes les plateformes, Deezer, Apple Podcast, PodCloud, Podcast Addict, etc. Vous nous mettez les 5 étoiles et ce n'est que de l'amour. On est compris sur Facebook et sur YouTube. Abonnez-vous là aussi. Christophe, salut. Bonjour et bonne année à tout le monde. J'espère qu'elle sera pleine de grands films. Exactement, tu as bien raison. Et Olivier, salut. Bonjour à tous, et puis effectivement, bonne année de ciné à tout le monde. Voilà, bonne année de ciné, et puis surtout, bonne année à nous, parce que ça fait pile poil 1 an, c'est notre anniversaire. Voilà, on a fait, je crois, ça doit être le 13e ou 14e épisode, en tout et pour tout. Voilà, je vous remercie encore, vous deux, d'être restés là, alors que Florian, pour le moment, ça fait 6 mois que je dis pour le moment, mais un jour, Florian reverra une salle de cinéma et voudra de nouveau participer. Voir un bon film. Voilà, il verra peut-être un bon film, mais bon voilà, on salue de toute façon avec beaucoup d'amitié Florian. Et puis, je vous ferai peut-être une surprise, un de ces quatre, d'inviter quelqu'un qui est intéressé pour venir avec nous papoter, voilà, des films, papoter de cinéma, ne pas être d'accord avec tout ce qu'on pense, etc., etc. Bon, vous avez bien entendu, chers auditeurs, chères auditrices, merci. D'ailleurs, le dernier épisode, on a fait un carton, je crois, je sais plus, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'on était très très rapidement à une 50aine, une 60aine d'écoutes. Donc merci à celles et ceux qui continuent de nous écouter. Voilà, n'hésitez pas, toujours les 5 petites étoiles, faites-nous plaisir, c'est notre récompense. On va tout de suite mettre les pieds dans l'eau, mettre les pieds sur une autre planète, mettre les pieds dans la cendre en parlant d'Avatar, le troisième épisode donc d'Avatar. Christophe, comme d'habitude, je me retourne virtuellement vers toi pour te demander quel est le pitch de cet Avatar 3. Nous voici de retour sur Pandora. Sully est contraint de fuir avec sa famille. Loak part à la recherche de Payakan afin de le réhabiliter. Les autres enfants se font kidnapper avec une efficacité presque professionnelle. Le colonel Karich, mort mais pas trop, tente de renouer avec son fils Spider. Pendant ce temps, les humains partent à la chasse à la baleine en attendant que les Navy viennent les dézinguer. Comment ça, c'est le pitch de Avatar 2 ? Bah non, je vous assure, c'est bien celui du 3e volet. Alors, voilà. Donc, alors Christophe, est-ce que tu as envie de te lancer en premier dans cette bataille contre James Cameron et l'écriture de cet Avatar 3, pardon. Bon, alors comme vous avez compris avec mon pitch, j'ai un peu de problème avec ce film, mais je vais commencer quand même par ce qui est bien. C'est un immense spectacle comme seul Cameron sait les faire. Il y a à chaque fois, il arrive, il remonte à tout le monde comment on fait un blockbuster en termes de spectacle, parce que le spectacle est grandiose, c'est d'une beauté complètement folle. Les textures sur les peaux, j'ai même trouvé les expressions faciales que ça va encore plus loin. Et la qualité de la 3D, j'avais jamais vu une 3D comme ça. Alors, je l'ai vu en IMAX. Et alors, j'ai beaucoup entendu parler comme quoi il y a une grande partie du film qui a été tournée en 48 images secondes. Alors moi, j'ai du mal à voir qu'il y ait plus d'images. C'est comme quand je joue à un jeu vidéo, tout le monde me dit, moi je joue en
30, 50 images secondes, tout le monde me dit mais à 100, 200 images secondes c'est beaucoup mieux. Moi je fais pas la différence, mais la 3D était tellement nette, je me dis que peut-être que ça joue sur la 3D pour le coup, parce que j'ai vraiment trouvé la 3D complètement folle. Ça joue sur le mouvement, surtout. Oui, ça se Dans les joue, combats. c'est censé être plus fluide et c'est ce qu'on me dit aussi dans les jeux vidéo, mais c'est vrai que je sais pas, c'est peut-être un problème avec Il avait ma déjà fait ça sur perception. les deux. Hein. Ouais, Mm. il y avait sur le 2, sur les scènes d'action, là, a priori, même sur d'autres scènes. Et voilà. C'est Il y peut-être a un problème avec sûrement. ton cerveau qui est plus lent que les Oui, autres. voilà, c'est ça. Hein. Il doit y avoir un truc. Mais en tout cas, c'est vrai que la 3D était tellement bluffante que je me suis dit que ça joue peut-être aussi là-dessus. Et pour le coup, moi, le film, ça a très bien commencé. Moi, la première heure, j'ai même failli croire qu'il allait renouveler l'exploit parce qu'avec l'arrivée des marchands de l'air ou du clan des cendres, les marchands de l'air, il y avait des visuels complètement dingues. Et le clan des cendres, bah, ça faisait un clan antagoniste qui permettait d'amener de la nouveauté et surtout Varang, le chef du clan des Sands, l'actrice et son personnage, elle a un charisme de malade. J'en veux énormément plus de Varang. Sauf que le souci, c'est que bah, les marchands de l'air, au bout d'un quart d'heure, ils passent à la trappe. Et le clan des cendres et surtout Varang, ils s'éclipsent vite derrière le colonel. Dès que le colonel rentre en jeu, je trouve que Varang, ça devient un peu le faire-valoir du colonel. Et c'est là qu'on arrive au gros souci du film avec moi, c'est que tout ce que ça me propose, bah, j'ai l'impression que c'est du déjà vu. C'est comme je disais dans le pitch, toutes les scènes que je vous ai dit, même je pourrais même aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin tellement il réintègre, mais carrément des scènes. C'est même pas les enjeux qui restent les mêmes, c'est les scènes qui sont les mêmes. Et jusqu'au climax final, à un moment, ça va poser un problème parce que il a déjà été utilisé dans un des deux films. Et donc, si à chaque fois qu'il y a un souci, on utilise ce climax, bah, il va plus trop y avoir d'intérêt dans les films. Et ouais, la redite est vraiment, vraiment lourde. Donc après, le film est beaucoup plus rythmé, il y a beaucoup plus d'action, ce qui permet de passer un bon moment. Mais moi, ce que j'aimais dans Avatar, c'était justement la découverte des peuples. Et bah, les marchands de l'air et le clan des cendres, j'aurais aimé qu'on me propose de découvrir leur peuple. Les marchands de l'air, c'est tellement beau. Et puis même le clan des cendres, ils vivent dans les cendres, t'as un volcan, ça s'appelle du feu et des cendres, le film. Bah, fais-moi un combat dans la lave, je sais pas, au lieu de me refaire un combat dans l'eau. Ouais. Après, ça reste du grand spectacle. Hein. C'est le truc le plus impressionnant que j'ai vu de l'année. Je me suis quand même pas fait chier, même si j'ai trouvé le temps long. J'ai passé quand même un bon moment. Alors, je me permets d'enchaîner juste derrière toi avant de passer à la diatribe d'Olivier. Alors, il y a une question quand même qui se pose, qui est la même question de se dire, quand on regarde un film sur sa grande télé et que d'aller voir un film au cinéma, est-ce que quand même, quand on va voir un film comme celui-ci, qui est extrêmement spectaculaire, est-ce qu'on voit le même film lorsqu'on le voit en 2D, normal, et que lorsqu'on le voit en IMAX, ou lorsque, bah, de mon côté, par exemple, on a été le voir en famille, en 4DX, c'était ma première expérience en 4DX, et c'est vrai que il y a ce côté un peu Euro Disney du fauteuil qui bouge, de se prendre de la flotte dans la gueule, du vent, du machin, tout ça. Bon, au bout d'un moment, c'est un petit peu, au bout de 3h15, c'est un peu fatigant pour les os de mon âge. Donc, je suis pas sûr forcément de renouveler complètement l'expérience, mais j'ai quand même eu une expérience spectaculaire, très forte, qui a été renforcée par ce 4DX. Je ne sais pas si j'aurais autant. J'ai plutôt apprécié, moi, le film. En tout cas, sur on va dire, les deux premières parties du film, les deux premiers actes du film, me semblent pas totalement déconnants sur ce que ça raconte, sur le deuil, etc. Bon, même s'il y a cette phrase-là, on est une famille, pas une démocratie, c'est un peu particulier comme réplique. On pourrait parler dessus. Mais le troisième acte nique un petit peu tout. Sans rien spoiler, bien évidemment, mais quand tu as le méga pouvoir et que tout le long du film, on te dit, bon, on doit vivre en cohérence tous ensemble, etc. Et c'est tuez-les tous. Donc tu te dis, tiens, le troisième acte, en termes d'écriture, il y a un truc qui est passé vraiment à la trappe. Mais voilà, moi, je suis sensible
plus ou moins. Attention, je suis pas un grand fan d'Avatar, loin s'en faut. Et je suis pas un très grand fan non plus du cinéma de Cameron, mais de ce point de vue spectaculaire, euh, évidemment, ça m'a pris, ça m'a chopé. Mais quelque part, et puisque dans la dernière émission qu'on a faite, on parlait de nos 10 films préférés de l'année, moi je l'ai pas mis dans mes films préférés de l'année, puisque quelque part, le film qui m'a donné le plus de sensations spectaculaires, ça reste F1, comme Top Gun Maverick m'avait offert du spectaculaire et je n'avais pas eu besoin de 4DX pour me sentir complètement transporté dans un film qui n'avait clairement pas beaucoup de scénarios comme celui de Cameron. Voilà, c'est plus mon sentiment. Je crois que le film cartonne, Olivier va nous dire quand je vais lui donner la parole. Mais oui, c'est une redite. Je pense que le 2 reste vraiment meilleur que celui-ci. Olivier, de ton côté, tu peux te lâcher, insulte. Vas-y. Non, alors c'est drôle. En C'est fait, de la merde. évidemment, j'avais préparé un truc. Je vais peut-être finalement, d'une certaine manière, plus rebondir sur tout ce que vous venez de dire. Parce que moi, il n'y a pas de grande surprise. Effectivement, comme tu t'en parlais juste avant, moi, il faisait partie de mon flop 2025. Donc, on sait déjà ce que j'en pense. Comme intro, pour rire, j'ai mis. J'avais pas revu le deuxième parce que j'avais pas envie. Et puis là, finalement, malgré moi, je me le suis retapé. Alors oui. Après, non, mais je reconnais la critique là dès le départ, elle est faussée parce que je suis pas client de la saga. Le premier, j'avais pas détesté pour tout ce que vous dites, pour le spectacle et tout, parce que c'était inédit. Je m'étais dit, ouais, c'est vrai que c'est quand même ultra bien gaulé. Moi, le monde de Pandora, compagnie, les mecs bleus et tout, en fait, ça me touche pas. Donc oui, alors ne parlons pas. Voilà, le 2, pareil, pour moi, déjà, si je m'étais gentiment kikiné sur le premier, le deuxième, je me suis un peu fait chier. Alors moi, par contre, malgré tout, je préfère le 3 au 2, parce que comme m'a dit Christophe, il y a un peu plus d'action quand même. Donc sur l'ensemble, le 3h15, je me suis un peu moins fait chier sur le 3 que sur le 2. Mais voilà, moi j'ai pas aimé. Je me suis encore une fois, je me suis emmerdé. Je trouve que les enjeux qui pouvaient être intéressants sur l'image de voilà des Amérindiens, de la guerre du Vietnam qu'il y avait dans le premier. Bon, bah, voilà, on l'a compris. Les enjeux écologiques, ouais, dans le 2 quand ils poursuivaient je sais plus, peut-être que Christophe, tu pourras dire, les baleines de Pandora, là, ça dure 20 minutes, oui, on a compris, Greenpeace, machin, ok. Comme tu dis, la tribu de feu, moi je la trouve hyper intéressante, ça amène des nouveaux antagonistes qui sont pas humains. C'est pas du tout exploité, un peu au départ hum, puis plus du tout. Euh, Moi, ce que je vois aussi, c'est, alors pourtant, là, pour rebondir sur Lilian, moi, je suis plutôt fan du cinéma de James Cameron. Moi, les Avatars, ils sont largement en dernier. Derrière Titanic, Abyss, les deux Terminator, même True Lies, que je préfère. Au moins, je me suis amusé. Ce que je vois aussi, c'est des scénarios qui se prennent quand même relativement au sérieux, alors que franchement, c'est pas mieux écrit qu'un Marvel. Et ça me permet de rebondir sur Cameron qui critique beaucoup Marvel, DC, enfin tout ce qui est super-héros, toute cette forme de blockbuster depuis une quinzaine d'années. Enfin, je suis désolé, son Avatar. Alors, je parle pas techniquement, hein, mais son Avatar, enfin ses Avatars, ça vaut pas mieux qu'un Marvel. Moi, je me suis refait les deux derniers Avengers euh, dernièrement. Oui, en termes de gros spectacle, je m'emmerde moins. Hein, je suis désolé, même sur une télé. Et dernier truc, moi le précédent, je me l'étais fait alors pas en IMAX, alors 4DX, je l'ai fait une fois sur Endgame. Je trouve ça pareil, je suis content, j'ai eu l'expérience, mais je trouve ça hyper gadget en fait. Et le deuxième Avatar, je me l'étais fait en 3D. Oui, alors oui, bah oui, ça c'est tellement bien fait que oui, ça amène un petit truc en plus. Mais ça, encore une fois, hein, ça m'avait pas empêché de m'emmerder. Donc voilà, il y a un moment, oui, ok, c'est ultra bien fait, mais en fait, c'est ce que je disais sur l'émission des tops et des flops. À un moment, pour moi, le spectacle, il suffit plus, quoi. Euh, Encore une fois, au-delà du fait que je sois pas client de la saga, donc ça reste complètement subjectif.
Mais sur ce qui est objectif du spectacle, du bienfait, de la technique et tout, Pépère, Cameron, ce que tu dis, Christophe, c'est-à-dire qu'à un moment, s'il doit y avoir un 4 et un 5, bah, what, quoi? Parce que ça, moi, je trouve il a commencé à s'essouffler déjà à partir du précédent. Là, n'en parlons pas, donc voilà, 4-5, je sais pas. Alors, on est le 6 janvier au moment où on enregistre cet épisode. Je crois que le film cartonne quand même, non? Alors, le film cartonne, j'en reparlerai dans le box-office. Là, il surcartonne en France. Ça, faut reconnaître. Il est à 6 millions et quelques. Waouh. Aux États-Unis, attention, il cartonne aussi. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils prédisent qu'il finira vers 1,5 milliard, 1,7 milliard, là où les autres avaient fini à 2 milliards 2 milliards 100, donc c'est quand même beaucoup moins. Et finalement, il finira à peu près à la même chose que Zootopie, qui a coûté plus de la moitié en moins, parce que encore une fois, on parle de succès. Faut voir le hors promo, 400 millions de dollars. Donc avec son 1,5 milliard, il va juste se rembourser. Enfin, c'est un truc de. Enfin, oui, il va gagner quelques dollars. Il va quand même gagner. Il n'y a pas eu 1 milliard de promos non plus. Donc, 400 millions, ça veut dire que pour être remboursé, il faut qu'il fasse. Déjà, il faut qu'il fasse 800 millions. Oui, il va engranger le double, des dollars, mais il va gagner que 700 millions. Non, mais on est d'accord, mais oui. c'est l'ironie. Comparativement à Zootopie, oui. Zootopie, pour le coup. Oui, bien sûr. Quand on voit que le film a coûté 150 millions de dollars et qu'il va rapporter la même chose qu'Avatar, et puis que, l'air de rien, ça va être en gros une perte de 700 millions de dollars par rapport aux deux précédents. Donc ça aussi, ça parle de l'avenir de la franchise. Alors c'est peut-être pas une perte, ce sera peut-être un manque à gagner. Mais peut-être sur les pertes. Si ça continue à coûter 450 millions sur les prochains et qui ça continue à baisser en termes de rentabilité, peut-être. Enfin, je sais pas. Là, c'est de la prédiction, j'en sais rien. Mais voilà, c'est juste, il faut entre guillemets relativiser son succès. Même si évidemment 1,5 milliard, c'est un truc de dingo. On est bien d'accord. Bien sûr. Pour passer à complètement autre chose. Christophe, est-ce que tu peux... Alors, c'est encore un épisode 3. Décidément, de toute façon, on ne va vivre plus que de franchises désormais. Est-ce que tu peux nous faire le petit résumé de ce à couteau tiré 3e édition Wake Up Dead Men? Un meurtre en apparence insoluble vient d'être commis dans une église. Tout le monde ment. La vérité se dissimule sous une avalanche d'ego, de faux semblants et de gens beaucoup trop sûrs d'eux pour être innocents. Mauvaise nouvelle pour eux, Benoît Leblanc est de retour. Olivier, eh bien, c'est à toi de commencer. Eh ben moi, je l'attendais beaucoup ce film parce que de manière générale, je suis assez fan de cette. Oui, on peut parler d'une franchise maintenant. Et puis des comment dire, voilà, comme tu disais, les whodunit à la Agatha Christie, tout ça. Même tu vois, même les Kenneth Branagh, j'avais quand même plutôt apprécié. J'avais quand même été assez déçu par le précédent où il y avait un truc un peu à mon goût, un peu trop bling bling. Il y avait aussi, alors je me souviens plus exactement, mais j'avais trouvé ça trop spectaculaire. Il y a pas un truc, la maison qui explose à la fin ou un truc dans la maison de. Moi personnellement, c'est aussitôt vu, aussitôt oublié, donc. Ok. Bref, j'avais vraiment été, même s'il y avait eu un beau casting, mais j'étais resté sur ma faim. J'avais été un peu déçu. Puis j'étais tellement fan du premier. Enfin, je reste tellement fan du premier. J'ai beaucoup aimé parce qu'on retrouve ce côté un peu intimiste par rapport au précédent. Il y a une longue intro que je trouve très maligne pour présenter les personnages sans que lui il arrive quand même au bout de 30 ou 35 minutes. Bon, même si en fin de compte le personnage de Blanc incarné par Daniel Craig sert un peu de faire valoir tout le long du film. Mais je trouve que cette intro est bien foutue. La voix off du prêtre, bon, je spoil pas vraiment, mais qui donne cette impression que c'est lui qui écrit au détective pour le faire venir. Enfin, il y a un truc dans l'écriture, encore une fois, que je trouve très, très sympa. Le casting est vraiment plus. Ça vaut le premier.
Il y a une intrigue qui se tient. Moi, j'avoue que j'ai été pris dans le truc. J'ai pas. Alors c'est vrai que souvent quand je rentre dans les films, dans ce type de film, souvent je devine pas la fin parce que quand c'est bien foutu, je rentre dedans et finalement je me prends au jeu du je me paume comme les personnages et je sais que Lilian t'es beaucoup plus fort pour deviner qui est le tueur dans ce genre de film. Donc là je me suis laissé prendre. Si effectivement il n'y avait pas ce rôle de Benoît Blanc, du détective, qui est si peu important finalement, euh, sauf sur la fin évidemment, pour résoudre l'affaire, mais ça pourrait peut-être même être mon préféré. Voilà, bon, reste le premier, puis parce qu'il y a Ana de Armas, donc je pense que c'est aussi pour ça que je préfère le premier. Mais voilà, non, très, 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 j'ai passé un très bon moment. Euh, voilà, je suis content que la saga soit revenue à quelque chose de, de plus intimiste, comme je disais tout à l'heure. Voilà, et puis il y a un côté critique de la prêtrise et tout qui est assez intéressante. Euh, En ce qui me concerne, je pense que les Whodunit, c'est un peu tes avatars. J'avais pas détesté vraiment le premier, évidemment. J'avais trouvé qu'il y avait une certaine fraîcheur dans l'idée. Le deuxième était totalement parodique et j'avais trouvé ça complètement, enfin, sans intérêt. Celui-ci, j'y ai trouvé un intérêt tant que Benoît Blanc n'était pas là. C'est-à-dire qu'effectivement, la première demi-heure, les premiers trois quarts d'heure presque, est vachement intéressant parce que j'avais l'impression que j'étais dans autre chose et qui me plaisait vraiment. Et j'ai même juste l'impression qu'il fait pas mal de figures là-dedans, Benoît Blanc. Alors oui, moi je trouve que, mais dès le début, tu sais très bien. Alors quelles sont les raisons pourquoi on les apprend au fur et à mesure, mais il n'y a pas beaucoup de surprises. Et quand il y a des surprises, c'est tellement capillotracté que moi, je décroche de tout ça. N'est pas Agatha Christie, bien évidemment, qui veut. La réalisation de Ryan Johnson, comme d'habitude, c'est encore un gros prouveur hein, pour ceux qui se rappellent pas de qui est Ryan Johnson. C'est Ah, ouais, Moi, ouais, j'aime bien les prouveurs au cinéma. ouais, ouais, je non, sais, ouais, là, je suis moyennement d'accord. ouais, bah, je suis Je trouve d'accord. qu'il y a des trucs très efficaces, plus que prouveurs, mais bon. Ouais, mais je trouve que c'est encore, ça essaye de montrer, ça essaye de mettre une espèce d'ambiance un petit peu lourde comme ça. Même il essaye de jouer sur le côté parfois un petit peu horrifique des choses. Sans plus, l'acteur est formidable, l'acteur qui joue le curé, le jeune prêtre, j'ai plus son nom en tête. Je Josh trouvais, O'Connor. voilà, bah, je le trouve très très bien tout du long. Je me dis en fait, ça aurait été un film pas à couteau tiré, et ben moi j'aurais beaucoup aimé. Voilà, je m'ennuie passablement devant en attendant. Ah là là, c'est ça, d'accord, très bien. Voilà, juste peut-être je suis pas le client de ça, donc j'ai regardé ça d'un œil distrait, qui avait envie d'être distrait, mais non, je garde toujours finalement un très bon souvenir du premier avec Chris Evans. Je garde toujours vraiment un très bon premier souvenir, un souvenir du premier, mais le reste, je pense que je passerai mon tour sur la suite. Christophe. Alors, prenez un calendrier, faites une croix, parce que tout ce qu'a dit Olivier juste avant, bah, je suis à 200% d'accord avec lui. Ouais, moi, comme lui, j'ai été élevé au Whodunit quand j'étais petit. J'ai adoré le premier, le deuxième, j'ai trouvé vraiment too much. Et là, bah, j'ai vraiment passé un bon moment pour ouais, tout ce que tu as dit avant. Et puis, l'épisode est plus sombre. Et moi, je trouve que l'ambiance qu'il installe, elle passe plutôt bien. Il y a un vrai mélange entre l'humour satirique et le mystère qui fonctionne. Et moi, à la fin, je trouve que c'est la meilleure conclusion, enfin la meilleure résolution d'histoire. Elle est pas mal. Après, bon, on va pas spoiler, mais Non. enfin, moi, je trouve que elle est intelligente et puis elle a un sens. Elle veut dire quelque chose. Ouais, J'ai bien carrément. aimé. Et moi, son côté prouveur, de toute façon, j'aime bien. Je me fais souvent vomir dessus quand j'aime des films où vous me faites ouais, mais c'est un film de prouveur. Mais je trouve que justement, c'est
il a bien travaillé son image, les cadres, le travail sur la lumière. Là, dans l'église, très souvent, la lumière elle s'intensifie ou elle disparaît en fonction de ce que disaient les personnages. C'est sûrement prouveur, c'est sûrement gros sabot, mais ça marche. C'est tellement énorme. Voilà. Après, moi, j'ai quand même un petit regret sur le film, c'est le casting est complètement dingue. Josh Brolin et Glenn Close, c'est la folie. Glenn Close, elle m'a provoqué une barre de rire sur une scène qui parle de miracle, mais je me suis même repassé la scène tellement je rigolais, quoi. Et même Josh O'Connor, oui, et pour le coup, c'est presque le premier rôle. Mais par contre, après, dans les autres personnages, il y en a pas mal qui font un peu de la figuration, ce qui fait que quand tu te dis qui c'est le tueur, il y en a deux, trois. De toute façon, on les voit tellement pas que même ce serait eux les tueurs, ce serait un peu con parce que finalement, il n'y a pas de retournement. Donc ouais, ils auraient peut-être pu travailler un peu mieux certains personnages, mais moi j'ai passé un vrai bon moment et je le place facilement entre le 1 qui était génial et le 2 qui était très mauvais, donc c'est pas très compliqué. Très bien. Et donc maintenant, on va passer à un film que Olivier, toi, tu n'as pas eu encore l'occasion de voir. Alors, visiblement. Et je pense que malheureusement, il sera plus à l'affiche, mais en tout cas, on l'a vu, puis on voulait vraiment en parler un tout petit peu. Donc, Christophe, est-ce que tu veux bien nous donner le pitch de l'âme idéale et non pas de l'âme parfaite, parce que j'ai fait une petite coupe juste avant. Alors, Elsa, médecin dans un service de soins palliatifs, cache un secret. Elle peut voir et communiquer avec les morts. Convaincue que sa capacité effraie les autres, elle a renoncé à l'amour. Jusqu'au jour où, après un accident de la route, elle rencontre Oscar, un compositeur plein d'humour et de charme. C'est le coup de foudre immédiat, mais elle se rend vite compte que celui-ci est en réalité mort sans le savoir. Je me permets d'en parler juste 30 secondes très rapidement. Moi, ça a été un vrai petit coup de cœur, une vraie petite pépite. Je crois qu'on partage à peu près le même avis là-dessus. J'ai adoré Magali, comment elle s'appelle, Lépine. Magali Lépine Blondeau. Blondeau, c'est ça, qui est une actrice donc québécoise, qui est magnifique dans tous les sens du terme. Elle a un jeu qui est direct, qui est franc, et on comprend tout dans peu de choses de ce qu'elle fait. Elle est incroyable, vraiment, pour moi, elle porte le film. Et Jonathan Cohen, qui est capable derrière de montrer. Alors, là pour le coup, il prouve, mais simplement, il montre qu'il est capable d'être un acteur en dehors de tous ces gimmicks là qui commencent à être un petit peu fatigantes de Serge Le Mito depuis. Là, il est très bien parce qu'il est vraiment au service du personnage et au service de la situation. Évidemment, c'est filmé un peu plat, un peu téléfilm. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la réalisation et c'est parfois un peu dommage. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fin dans l'écriture, que les personnages secondaires amènent vraiment des touches très très sensibles. J'ai plutôt même versé ma larme. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très très joli film. S'il est encore pas loin de chez vous au cinéma, n'hésitez pas à aller le voir ou vous le rattraperez très bientôt à la télé. C'est pas le genre de film, c'est le genre de film qu'on se dit bon, on peut le voir à la télé parce que c'est ce qui se passe entre les comédiens qui est plutôt intéressant et en tout cas sur la thématique, j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. Et toi, Christophe? Alors c'est bien parce que je vais encore pas parler beaucoup parce que je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, non, déjà c'est un film de genre français, c'est rare et un film de genre français qui est bien, bah ça fait plaisir parce qu'il faut voir, ça marche très très bien. On pense beaucoup à Ghost et Sixième Sens forcément, mais je trouve que le film trouve vraiment sa propre identité. Il en fait vraiment une comédie romantique sensible. Et il trouve justement un équilibre entre le fantastique, la romance, le drame. Il y a un peu de comédie aussi qui fait qu'il y a un petit côté feel good aussi qui s'installe à des moments parce que le film, ça parle de l'acceptation de la mort, mais pour faire ça, ça fait une célébration de la vie. Ça donne envie de vivre et d'aimer, et alors que ça parle de la mort. Et oui, le duo marche énormément, on s'attache énormément à eux. Comme tu dis, Jonathan Cohen, il sort un petit peu de sa zone de confort et je trouve qu'il surprend par la mélancolie, oui, qu'il apporte à son personnage. Il est assez touchant, je l'ai rarement vu comme ça dans un film. Et moi, Magali Lépine Blondeau, je l'avais découvert dans Simple comme Sylvain, foncez le voir, c'est fabuleux. Et elle joue aussi dans La nuit de Laurier Goriot est mort, ou La nuit où Laurier Goriot est mort, une série de Xavier Dolan. Merci, qui est génialissime aussi.
Et puis là, ouais, elle a une finesse de jeu et elle est magnétique. Et au niveau de la mise en scène, je suis d'accord, c'est assez plan-plan, c'est assez téléfilm, mais je retiens quand même la première scène parce qui est que très chouette. ne lisant pas les pitchs, la première scène waouh, elle est très très forte. Et il y a un passage dans une boîte de nuit. Alors les scènes dans les boîtes de nuit, c'est souvent lourd, mais là, ça amène quelque chose justement. La scène de la boîte de nuit, je l'ai trouvé aussi bien mise en scène. Après, c'est vrai que le reste du film, après c'est un premier film, hein, mais au niveau de la mise en scène, il y aurait pu avoir des trucs un peu plus sympas. Ça aurait été Oui, parce bien. qu'on est Mais dans le champ, champ voilà. contre champ, un peu téléfilm, c'est vrai, c'est juste ça qui est dommage et qui aurait pu, moi, faire monter ce film dans mon top Qui aurait, s'il y avait eu. voilà, le faire passer un créneau et rentrer dans un top sans problème s'il y avait vraiment eu un gros truc de mise en scène, mais c'est un très beau moment de cinéma. Voilà, en tout cas, Olivier, quand tu auras l'occasion de le voir, bah, tu nous feras tes retours parce que on sera très, très avide d'avoir tes retours là-dessus. Ah ben, on pourra faire une émission spéciale Rattrapage. rattrapage d'Olivier, parce euh, que ou dans rattrapage moi, votre, j'ai rattrapé Train Dreams. dans votre, J'aurais eu dans beaucoup de votre, choses à dire dessus. ouais, dans Voilà. votre top de la dernière fois, il y en a plein que je dois rattraper. Donc on fera une spéciale, on fera une hors-série. Olivier doit rattraper des films. Et bien sûr, puisque cette émission va être très longue, hein, je préviens bien évidemment les auditrices et les auditeurs, on va quand même essayer de donner notre avis sur, bien évidemment, la 5e saison de Stranger Things, qui s'est donc terminée, je crois, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, que l'on a tous vu. Alors, je vous préviens, on peut spoiler. Voilà, si vous n'avez pas On vu va spoiler. si vous n'avez pas vu si vous n'êtes pas à jour, je vous conseille de sauter au chapitre suivant, puisque on va y aller full blast peut-être sur certains spoilers. Voilà, bon, j'imagine que malheureusement, de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, si vous avez suivi Stranger Things, vous n'avez pas attendu 5 jours pour pouvoir les regarder, parce que dès que vous ouvrez votre fil Instagram, Facebook, X, n'importe quoi, ça doit être full spoil de partout. Donc on s'est donné l'opportunité, pour une fois, d'aller tout au bout de notre logique pour parler de ce pourquoi on aime ou pourquoi on n'a pas aimé. Voilà. On laisse la fusil mitrailleur à Olivier. Et puis on verra si derrière on pourra sauver quelques cadavres de ce que Olivier en aura pensé. C'est à toi. Non mais c'est intéressant parce que tout à l'heure ce que je disais sur Avatar. Là, je vais vous dire. Alors moi, j'ai trouvé la série tellement fourre-tout que je vais vous le faire de façon un peu fourre-tout et puis comme vous pourrez rebondir sur ce que je vais dire. Euh, autant. Alors moi, je fais partie de ceux qui ont. Tu vois, je me souviens de l'époque où on avait fait le top 10 de nos séries préférées. Et moi, j'avais dit ouais, moi j'ai déjà, même c'était avant la 5e saison, j'avais dit bah les gars, faut pas s'emballer, il reste encore une saison. Mais j'ai dit moi de toute façon, je la mettrai pas parce que je fais partie de ceux qui ont trouvé la série assez inégale. Première saison, super bien, même si on en avait discuté un moment. Oui, bon, les références, à un moment, un peu, c'était check, cocher les trucs, ok E.T., ok les Goonies, c'est fait. La 2, ouais, ça se répétait un peu. La 3, le début, pareil, c'était encore un peu le même truc. La fin de la saison 3, ça commençait à reprendre du souffle. Et voilà, moi je trouve que la saison 4 avait réussi à ranimer un peu la flamme. Et puis là, plus la hype. Moi, vraiment, j'ai regardé pour savoir comment ça se terminait, quoi. Je, je me demande même si je me suis pas moins emmerdé sur Avatar. Euh, Perso, plus rien ne va. Bon, alors, direct, parce que ça, c'est le truc, le problème de l'âge. J'ai regardé sur Internet la timeline de la série. C'est censé se passer sur 3 ans et demi. Donc, en gros, je sais plus, ils avaient quel âge? 14 ans quand ça commence. Ils sont censés Euh, finir à 16 ans. ouais, 16 ans. Les gars, ils ont 25 ans. Ça se voit. Ça se voit vraiment. Ils ont beau leur faire des coupes, les raser de super frais, voilà. C'est pas possible, hein. Il y a toujours ce problème qu'il y a depuis même déjà la saison précédente.
comme il y a des aventures en parallèle, ils partent en petits groupes comme ça. Il y en a toujours qui sont un peu relous. Là, tout ce qui est entre Eleven et le shérif, on s'en fout un peu. La partie avec Max, elle est trop longue. Puis de toute façon, de façon générale, enfin, les épisodes, mais ils pourraient durer 45 minutes. Pourquoi nous faire des trucs d'1 heure, quoi? Il y a Plus d'une heure même, beaucoup plus d'une heure. Ouais, enfin beaucoup font 1h08, oui, un peu plus. Donc tu vois, genre même 1h10, ouais, 45 minutes, ça suffirait franchement, quoi. Il y a la fameuse, parce qu'on en a tellement parlé sur Internet, moi je commence à lire des trucs avant d'en être arrivé là, enfin, sans justement en essayant de rien lire dessus. La fameuse scène de l'épisode 7, mais c'est quoi l'intérêt? En fait, Oui, tu parles du coming out. Ouais, voilà, bon, donc comme on a dit qu'on spoilait, Oui, bien c'est sûr. C'est maladroit, mais ça conclut l'arc du personnage à la Ouais, rigueur. mais c'est maladroit, mais en même temps, on le sait depuis 1000 ans, alors l'acteur l'est aussi, donc on fait une sorte de parallèle, et puis il fait son truc, et puis tous ils viennent lui taper dans le dos, mais moi je serai toujours là, mais moi je serai, enfin, je suis désolé, pourtant je suis quelqu'un d'assez sensible, hein, cinématographiquement vous commencez à me connaître, tu vois, là, pouah, ah non, sans intérêt, ça m'a même pas noué la gorge, rien du tout. Donc ça déjà c'est l'ensemble de la série, moi que j'ai trouvé pauvre, enfin on va dire des 7 premiers épisodes. Et Allez, alors le dernier, concis, Olivier, un peu sur la ouais, cinquième. dernier épisode, les rebondissements pourris. Je trouve que les décors commencent à faire énormément studio. La mise en scène qui cumule les clichés, les ralentis, comme si c'était pas déjà assez long, les flashbacks en mode nostalgie sur les saisons précédentes, celle avec Purple Rain. Non, mais c'est risible. La direction d'acteurs, ils en font tous des caisses. Ils serrent les dents. Linda Hamilton avec ses yeux grands ouverts tout le temps. Millie Bobby Brown, mais le niveau de jeu, ça devrait être interdit. Euh, Henry, il est pas si méchant. C'était qu'un enfant. Nancy, qui devient un commando marine, elle tient même son gun comme le font les commandos. Non, mais la fin. Alors, toi, tu me parlais de porte ouverte. Christophe, tu m'expliqueras un jour, même hors antenne, mais la fin, on la sent tellement venir. L'épilogue de 35 minutes, c'est du blabla, tout le monde chiale. Ah, ça va, quoi. En résumé, j'ai trouvé ça ultra lourdingue. Et puis finalement, le plus fun, ça reste le générique de fin, qui est vraiment sympa. Voilà. Alors, on a tendance à caguer sur la fin de Lost et de Game of Thrones, mais je trouve ils avaient un truc. On pouvait être déçu. Certaines personnes ont été déçues parce que ça amenait par rapport à toutes les saisons à l'histoire. Là, même au-delà on aime ou on n'aime pas comment ça se termine, mais la saison est lourdingue et pas super bien filmée. Voilà. C'est plus qu'une déception. On n'est pas loin de la purge pour moi. Christophe, est-ce que tu ramasses quelqu'un après ce flingage en règle de la part d'Olivier de la saison 5? Alors, moi, comme Olivier, j'avais beaucoup aimé la saison 1. La deuxième, je trouvais qu'elle manquait un peu de surprise, mais ça faisait le taf. Et puis, ça introduisait le personnage de Max. La troisième saison, j'avais failli décrocher au début parce que je trouvais ça gnangnan et l'humour était assez gamin. Puis ça devient d'un seul coup plus sombre et la deuxième moitié est vraiment réussie. Et il y a toujours le personnage de Max qui prend de l'ampleur, notamment avec la perte de son frangin. Et la saison 4, pour moi, c'est un sans faute au niveau des enjeux, des émotions, les scènes choc, la scène du cimetière de Max encore. Pour moi, Max est le meilleur personnage de la série, avec Dustin. Et La scène du cimetière et Eddie, que malheureusement, ils auraient peut-être dû garder, il y avait moyen de faire mourir clairement. d'autres personnages. La scène du cimetière, c'était un truc de malade. Tout l'épisode te fait penser qu'elle va mourir à la fin. Moi, j'étais persuadé, j'étais accroché à mon fauteuil. Je me souviens que j'avais les larmes qui montaient aux yeux. Et cette délivrance de la fin, moi, là, c'est cette scène très très forte et qui est reprise dans le final de la série où tu te dis, bah, c'est pas, ils l'ont déjà fait une fois, ils vont pas le refaire. Sauf que là, ils y brisent tous les os et ça marche du tonnerre. Ce qui marchait sur Max, la fin de la saison 4 était une fin de série. Il battait Vecna et puis d'un seul coup, il y a les failles qui s'ouvrent et là tu te dis, voilà, purée, ça va être.
il va falloir taper très très fort la saison 5 parce qu'il va falloir faire une apothéose vu le niveau. Et sauf que, ouais, pour moi, comme Olivier, le soufflet est retombé. L'âge des comédiens est pour beaucoup parce que tu as du mal à t'identifier. Et au niveau du jeu, parce que t'enlèves Max, Dustin, les adultes, le casting initial, Mike et Eleven, c'est chaud. Ils ont une émotion et c'est compliqué. Will, alors il pleure très bien, mais après ils le font que pleurer, donc ça devient chiant. Et ce que je trouve bête, c'est Lucas. Je trouve que l'acteur s'en sort plutôt bien, mais son personnage est inexistant finalement. Il n'est pas développé au fil des saisons. C'est le faire valoir de Max et tu l'enlèves de la série. La série, c'est la même. Il a pas d'arc narratif, Lucas, et je trouve ça un peu con parce qu'il joue plutôt bien. Après, la série, visuellement, c'est assez propre. Même si les décors sont un peu cheap, mais bon, ça donne un côté des films des années 80, donc ça me gêne pas plus que ça. Mais les enjeux de la saison 5, on s'en fout un peu, c'est l'enlèvement des enfants, là où dans la saison 4, c'était même pas les enlever, c'était ils les tuaient les enfants, donc t'es un peu en dessous. Ils introduisent des nouveaux personnages, comme la sœur de Mike, qui est je crois que c'est le personnage qui a le plus de présence dans la saison 5, c'est la petite sœur de Mike. Mais plutôt que d'introduire les nouveaux personnages, ils auraient peut-être dû travailler un peu plus les anciens. Genre Vecna, il avait un immense potentiel. Bien sûr. Je trouve qu'il est un peu gâché sur la fin. Et ce climax, je sais jamais, vous me direz un climax, jour. Ouais. Climax, il est visuellement, il est assez fort, mais il est complètement what the fuck. Et tu te demandes où sont passés les démons gorgons, où sont passés les bestioles qui volent. D'un coup, il n'y a plus personne. Et finalement, il n'y a que ce gros monstre avec une résolution un peu facile. Et après, par contre, moi, j'aime bien la toute dernière scène dans la cave. Et c'est là que je dis que c'est une fin ouverte. C'est tout ce qui se passe dans la cave ou quand ils racontent l'histoire de tous les personnages, leur avenir, qui leur expose leur avenir. Je trouve que c'est assez touchant. Et autant au niveau d'émotion, j'ai jamais été pris par la saison 5, mais là, je trouve que l'émotion marchait bien. Puis, il y a cette scène où il parle du potentiel fait que Eleven ne soit pas mort. Si c'est le cas, je trouve ça con. Si c'est pas le cas, je le vois plus comme il donne son espoir sur tous ses camarades. Il donne son espoir sur Eleven. Ça a du sens, pourquoi pas. S'ils la font revenir, c'est totalement débile. Et l'autre double sens, c'est la toute dernière image du générique. C'est Stranger Things, le jeu de rôle. Ce qui potentiellement peut dire que toute la série, c'est le jeu de rôle qu'ils ont fait tout au fil des années. Et là, le discours de fin de Mike prend un autre sens. C'est plus que de leur dire de leur avenir, etc. C'est, en fait, tous disent adieu à leur personnage de jeu de rôle. Et pour moi, cette dernière image de générique a un très fort impact. Il ne peut pas l'avoir mis juste comme ça par hasard. Mais grosse déception sur la série. Alors, enfin, sur la saison. Ouais. Oui et non, parce que sur cette dernière image, ce qui fonctionne pas, c'est qu'il y a tous les adultes qui n'ont pas joué au jeu de rôle. Donc, tu vois, il y a pas de cohérence. Ah non, moi je parle de la dernière image. La dernière image, comme quoi c'est un jeu de rôle. Et donc, et en fait, que la série, ce serait leur partie de jeu de rôle. Oui, mais dans la partie de jeu de rôle, on a donné de l'importance à Hopper, on a donné de l'importance à tous les autres qui ne sont pas autour de la table. Dans le scénario, alors je sais pas si tu as déjà fait des j'en ai fait une fois, ouais. Moi j'en faisais à mourir des jeux de rôle. Et tu as plein de personnages, tu as tes PNJ, et donc le maître du jeu aurait pu faire dans. D'accord. Vu qu'ils ont mis leurs personnages dans le jeu de rôle, mettre les personnages de leur entourage dans le jeu de rôle, ça serait pas déconnant. D'accord. Mais qu'importe. Mais ça, pourquoi pas, si tu veux, je trouve que c'est intéressant, mais ça fait un petit trick qui est pas plus intéressant que ça. C'est comme dire à la fin d'un film, je me réveille, tout était un rêve, quoi. Tu vois, donc les incohérences, c'est pas très grave parce qu'on était dans une partie de jeu de rôle et je trouverais ça un tout petit peu facile. Ah oui, non, ça n'excuse pas toutes les incohérences de la série et tout le gâchis de la saison 5. Bien sûr, je vais aller dans les mêmes sens que vous, dans l'ensemble. Voilà, effectivement, les démons gorgons au début, il y en a un dans la première saison, le truc il est imbattable. Dans la dernière saison, Lucas, il a Max dans les bras, il met un coup de pied à un démon gorgon, il le casse comme ça. Le coming out, il est
tellement raté de partout. La rupture entre les deux personnages là, dont j'ai plus les noms, elle est. Alors, on a tous l'impression que c'est une demande en mariage, alors que c'est une rupture. Il y a tout le même à la toute fin sur le coming out de Will. Il y a une scène qui est hyper malaisante quand même entre les deux. Ils sont tous les deux. Il lui dit, bah tu sais, ça ne change rien entre nous. On va rester amis. Et l'autre lui dit, non, on va pas rester amis. Et là, t'as le plan sur Will qui se dit, oh putain, je vais pécho. Non, on sera meilleurs amis. Et donc là, tu te dis, c'est du trollage, de malade mental. Tout d'accord sur le niveau de jeu des comédiens, c'est une catastrophe. Millie Bobby Brown, ça y est, c'est bon, vraiment, bon, voilà. Je pense que ça va devenir une influenceuse au mieux parce que en termes de jeu, c'est une catastrophe. Elle ne sait même pas bien saigner du nez, j'ai envie de dire. Toute la série souffre, la saison 5 souffre du fait de ne pas avoir voulu tuer les icônes. Hopper, fallait le tuer avant. Fallait tuer plein d'autres personnages durant cette saison et que ça aurait mis vraiment une barre très très haute. Alors Dustin, pour moi, ça reste un des meilleurs personnages, bien évidemment. La petite sœur, elle s'en sort vachement bien. Max, de toute façon, la comédienne Sadie Sink, elle va tout casser. Par la suite, voilà, et il y a des incohérences terribles et tu dis mais pourquoi vous avez laissé ça? Moi je trouve que l'acteur qui joue Vecna est formidable et il a vraiment un truc tellement c'est Alexander Skarsgård, c'est ça là, enfin Ouais. qui fait ça. Ils ont ce même trouble un peu Non, particulier. c'est son frère, pardon. Son frère, ok. Alexander, c'est le baraqué, là. Lui, c'est Bill. Bill Skarsgård, c'est ça. Ouais, qui faisait aussi Mister Mercedes, si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc j'adore ce comédien, je le trouve super. Mais l'acte, tout le parcours de Henry qui aurait été vraiment génial, à en savoir un petit peu plus, c'est tout pourri. Et même la fin, t'as le flagelleur mental qui est vivant. Et tu t'attends à un combat homérique. Au bout de 45 minutes, c'est fini. Je veux dire, et puis la fin de la série, c'est pas difficile. Je pense que les frères de Feur ont vu les petits mouchoirs et se sont dit putain, c'est génial. Si on pouvait faire en sorte que tout le monde chiale pendant 1 heure à la fin en disant au revoir à leur personnage, et je me dis c'est tellement ça. Ah mais c'est les petits mouchoirs. Moi on était mais là. J'ai aimé les petits mouchoirs et là je me suis fait chier. mais là on regardait ça et on se dit c'est pas possible les gars. On a compris, vous êtes en train de quitter vos personnages. Faites ça filmez ça pour vous, tu vois. Non, donnez-nous un truc jusqu'au bout et encore de nous laisser Eleven vivante, en train de se promener, machin. Alors je vois après toutes les théories et tout parce que moi j'aime bien regarder tout ça. Mais en fait, on s'en fout. On veut que ça soit quand même qu'il y ait des choses un minimum explicites. Et puis voilà. Alors évidemment, la série était aussi connecté à la pièce de théâtre qui parlait d'Henri. Et donc, quand fallait aller chercher certaines informations dans la pièce de théâtre pour mieux comprendre cette saison. Mais le fait est que c'est raté. Linda Hamilton, elle ne sert à rien là-dedans. Ça, je vois pas pourquoi. Ils sont dans le monde à l'envers. Effectivement, comme tu dis, il n'y a plus de Démobat, il n'y a plus de Démogorgon. Fallait arrêter sur la 4 avec la mort extraordinaire d'Eddie. Voilà, il y avait plein de choses à raconter là-dedans. Le duo entre Dustin et Steve, c'est ça? Ouais, Steve. Marche bien, je trouve. Il marche toujours très bien, même quand il se fout sur la gueule et tout. Mais ouais, c'est très 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 décevant. Moi, je préfère encore la dernière saison. Et j'avais pas détesté de toute façon la dernière saison de Game of Thrones. Donc je trouve ça. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir gâché un tel potentiel, voilà, sur une série qu'on avait. Bon alors à différentes échelles entre Olivier, Christophe et moi, plutôt apprécié pour certaines choses et moins pour d'autres. Mais voilà. Et puis oui, effectivement, l'âge des personnages, au bout d'un moment, ça joue un petit peu sur le côté crédibilité, quoi. Ils grandissent très très vite. Surtout qu'ils avaient des occasions de faire des ellipses temporelles. À la fin de la saison 3, ils déménagent.
Donc tu pouvais il déménage pendant 4 ans et basta, quoi. Oui, et puis en plus, tu fais revenir juste un personnage dont tout le monde se foutait, de Kali, et pour la tuer, quoi. Tu vois. L'ellipse temporelle, ils la font pour la scène finale, quoi. Pour l'épilogue, ils font une ellipse temporelle d'un an et demi, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Ce qui est drôle, c'est qu'entre guillemets, c'est qu'1 an et demi. Quand les plus Oui. grands là sont sur le toit, t'as l'impression que c'est des adultes, les mecs qui bossent depuis 10 ans. Ah bah, ils ont 30 ans, les acteurs qui sont sur le toit. Hein. Oui, mais l'ellipse, elle est que de 1 an et demi. Et bah oui, enfin quand Mais ils faisaient des ellipses, ils faisaient une ellipse plus longue, ça passait crème au niveau du scénario, il n'y avait ouais, pas de ouais, ouais. souci. Et Là, t'as Bien, l'impression voilà. que c'est des darons et des daronnes, quoi. Voilà, voilà. Écoute, en tout cas, moi, je serais très, très curieux d'entendre des avis extrêmement positifs autour de la saison 5 de Stranger Things. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Voilà, l'épisode est déjà très, très long. On en arrive donc maintenant à l'actu. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on en pense? Alors, une actu, c'est très court parce que l'épisode, bien évidemment, va être très, très long. L'une des morts qui est arrivée ces derniers temps, qui est l'une des plus importantes, en tout cas, en termes d'impact, la mort de Brigitte Bardot. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que vous en pensez avant de passer la parole à Olivier? Christophe, qu'est-ce que pour toi, Brigitte Bardot? alors pour moi, Brigitte Bardot, plus que l'actrice, c'est le mythe. C'est un peu comme Marilyn Monroe. Mm-hmm. C'est l'image de la femme qui représentait la France à une époque. Et pour tout dire, ces films, alors j'en ai vu certains quand j'étais jeune, mais je pourrais pas te sortir un film avec elle qui m'a marqué. Et après, moi, Brigitte Bardot, ce que je retiendrai le plus, ce sera son combat pour les animaux. Et pour le coup, elle s'est vraiment investie à fond dedans et elle a fait évoluer les choses. Je préférerais retenir ça que ces débordements politiques dont je laisserai Olivier nous parler. Pareil hein, de mon côté, un peu comme toi. Bon, si, il y a quand même le mépris, et comme tu dis, c'est un mythe. Physiquement, c'était clairement la plus belle femme du monde. Il y avait quelque chose d'assez magnétique. Après, évidemment, tout ce qui est devenu Brigitte Bardot, c'est tout ce que j'aborde. C'est très très clair. En tout cas, j'essaye de faire la part entre ce qu'elle a été en tant qu'actrice et ce qu'elle est devenue derrière en tant que femme avec un discours tellement aussi antiféministe au possible, qui représente une certaine forme. Elle était peut-être aussi déjà justement ce côté réac déjà à l'époque. Alors j'en ai pas mal qui disent, que je lisais sur des fils un peu d'actualité, ah faut la cancel, faut la cancel. Les gars, elle s'est cancel toute seule à 38 ans du cinéma. Elle a pris sa retraite à ce moment-là. Donc voilà. Donc bon, je pense que j'ai repris des frites une fois que j'ai su qu'elle était morte, parce que j'étais déjà en train de manger des frites, mais sans plus. Olivier, c'est à toi, Brigitte Bardot. Bah, moi, j'allais dire, tu vois, j'allais reprendre le truc des proches et j'allais dire, moi, j'ai appris des moules. Euh, Ça va avec les frites, cela dit. Non, non, bah oui. En fait, il y a trois choses. Oui, il y a le mythe. Il y a une forme en plus, par rapport à ce que tu disais, Lilian, qui est plutôt drôle sur le côté hyper réac et presque anti-féministe qu'elle a eu sur la fin, alors que ça a été une des premières féministes avec sa fameuse jupe hyper courte dans Et Dieu créa la femme de Vadim. Voilà, ça a été le sexe symbole français, même le sexe symbole mondial. Je suis sûr que si on demande à travers le monde, oui, bah voilà, il y a Marilyn, il y a Brigitte Bardot, il y a ce qu'elle a fait pour les animaux. Moi-même, pour vous dire, moi quand j'étais gamin, euh, voilà, ma mère, elle m'avait inscrit pour donner des sous et tout. C'était le VVF et la Fondation Brigitte Bardot. Voilà. Après, contrairement à ce que dit Christophe, moi, ça me fera pas oublier ce qu'elle a pu dire et faire. J'ai J'allais pas dire dit que ça me à la faisait fin. oublier, j'ai dit que je préfère Non, retenir tu ça. disais. Ouais, bah oui, mais moi, j'y arrive pas, tu vois, parce que bon, ça serait juste réac, mais c'était sincèrement raciste, homophobe. Ouais, en plus limite, enfin pas limite, antiféministe sur la fin. Genre, ouais, ça va, on peut plus se faire mettre un doigt dans le cul par un homme sans que ce soit du harcèlement. Donc oui, en fait, il y a eu trois périodes de cette dame.
Voilà, oui, alors oui, je peux aller dans ton sens, Christophe. On essaie de garder le meilleur et puis de garder le mythe. Mais dès que je parle du mythe, c'est vrai que je peux pas ne pas penser à ce qu'elle était devenue. Voilà. Et deuxième petite, alors pas petite, hein, parce que où est-ce qu'on en est de ce rachat de Warner Bros par Netflix? Paramount, je crois, a été débouté. Hein, si c'est Oui, ah non, c'est oui, c'est ça, Warner c'est veut, ouais, c'est Warner ça. ne veut pas, ouais. Ouais, Warner ne veut pas. Qu'est-ce que ça va changer aussi pour nous cinéphiles, sachant que Canal+ a aussi est déjà rentré dans UGC. Voilà, c'est des grandes restructurations et on se retrouve de plus en plus avec voilà, des espèces de personnages, un peu des grosses entreprises très très obèses comme ça de cinéma. Est-ce que ça va signifier pour nous? Comment ça va fonctionner? Est-ce que vous voyez ça de manière, est-ce que vous voyez les choses de pire en pire, en fait, j'ai envie de dire, sur les propositions cinématographiques à venir, quand tout ça sera contrôlé par des grands groupes, Olivier? Bah, moi, ça m'inquiète un peu quand même parce que plus il y en a, plus il y a des propositions, donc les autres essayent de faire, voilà, de faire mieux, tout ça. Là, si ça devient des groupes quasiment uniques, voilà. Ah oui, Netflix, c'est des malins. Ils vous disent non, mais nous on changera rien. En fait, en gros, on le rachète, un peu ce qu'a fait Disney avec Fox? avec Fox, Pixar, avec Star Wars, c'est ça que je cherchais. Mhm. Et effectivement, au début, c'était plutôt fait intelligemment, c'est-à-dire euh, vous faites bien votre boulot, ça rapporte de la maille, on vous laisse faire. Et puis voilà, c'est juste que nous, c'est nous qui prenons les dividendes. Puis bon, on sait ce qu'a fait Disney, a commencé un peu à s'immiscer dans l'écriture, dans les choix, dans comment on le distribue et tout ça. Et Netflix, bon, pour le moment, dit ça changera rien. Et j'ai lu des trucs où ils sont en train de parler de genre 5 semaines d'exploitation, par exemple pour les DC, 5 semaines d'exploitation avant que ça passe sur Netflix, quoi. Hmm. Donc oui, moi je suis plutôt inquiet, ouais. Christophe, toi, ça t'inquiète aussi? Ah bah Ces grandes fusions? moi, je profite du cinéma tant qu'il est encore là, mais oui, je pense que ça va devenir beaucoup plus compliqué par la suite, ne serait-ce qu'au niveau des propositions qu'on va avoir. À force d'être achetés par des gros groupes, est-ce qu'ils seront toujours libres de faire des propositions qui sortent du lot, des propositions radicales, parce qu'il faudra pas choquer les gens et puis rester dans les standards? Non, ouais, on verra, mais ça m'inquiète fortement. Alors, avant de passer à la rubrique d'Olivier, je vous avais demandé aussi vos 5-10 films que vous attendez pour l'année à venir. Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns en commun, mais je vais essayer de donner un nom de titre. Je vais vous donner un ou deux titres de films comme ça. Est-ce que vous me dites hype ou pas hype, ou très grosse hype ou pas de hype du tout? Bien évidemment, les gros blockbusters. Est-ce que l'Odyssée de Christopher Nolan, hype, pas hype, Olivier? Bah ultra hype. Ok. Christophe? Même peut-être ma plus grosse hype de l'année. Dune, troisième partie, Christophe? Très grosse hype, mais pour moi, jamais il sort cette année parce que la sortie prévue, c'est le jour de la sortie d'Avenger et je vois pas un monde où les deux films sortent le même jour, ne serait-ce que pour les salles IMAX où ils vont se battre pour les salles IMAX. Je pense qu'il sera reporté à l'année prochaine. Olivier? Ouais, j'ai la même, oui, hype, évidemment. Et effectivement, comme c'est censé être fin d'année 2026, oui, ça sera peut-être Ah, c'est un- le jour, c'est le 17 Ouais, ouais, c'est décembre, c'est censé. le jour 16 d'Avenger, quoi. décembre. Faut qu'il 16 y en ait un décembre. qui décale son jour là. Ouais, c'est 16 décembre. Moi, 16. je suis très hype hein, aussi, bien évidemment, pour les deux. Le fameux, tu l'as dit, Christophe, donc le Doomsday. Est-ce que, Christophe, tu es hypé ou pas par ce Doomsday? Alors, quelque part, j'en ai rien à foutre tellement j'ai peur de ce que ça va être. Après, je me dis que Avengers, ça a toujours été fun. Même le 2, qui était le moins bon, restait divertissant. Donc, j'espère que ce sera quand même un divertissement. Mais j'ai vraiment très peur quand tu vois le nombre de reshoots, les acteurs qu'ils ont rappelés et compagnie.
tournaient le film, le scénario n'était pas fini, quoi. Ça pue quand même la merde. Puis les mecs qui se battent sur le tournage aussi. Olivier? Ouais, très hypé parce que j'ai envie de voir ce qu'ils en font et que fondamentalement ce sera un beau divertissement. Et puis parce que même j'ai envie de dire, quitte à être déçu, oui, je suis en attente. Ouais. Moi aussi, hein, je suis très hypé, mais j'ai très 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 peur quand même. Spider-Man, le Brand New Day, qui sortira a priori le 31 juillet. Olivier? Bah très hypé pas aussi hypé? parce que Ouais. bah plutôt hypé parce que moi qui suis vraiment pas un fan on va dire de la première trilogie et spécialement du dernier, on en avait parlé que j'ai trouvé putassier et tout ce que vous voulez. Là, il se dégage un truc peut-être plus urbain, voilà, plutôt hypé, ouais. Pour voir. Christophe? Alors moi, j'ai aimé aucun des 3 premiers films et donc je pense que je n'irai pas le voir. Oui, je suis comme toi, mais j'irai le voir quand même. Voilà. Christophe, on continue avec toi sur Supergirl? Hypé, Alors pas hypé? super, Sachant que, pas toi, très hypé. sachant que toi, tu ne regardes J'ai, pas les bandes annonces. oui, je ne regarde pas les bandes annonces Mm. et je n'ai pas aimé comment ça s'appelle, Pacemaker. J'ai même pas fini la Peacemaker. première saison. Ouais. Superman, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas aimé la proposition qu'on me faisait de Superman. Donc je suis pas sûr qu'en fait la proposition de James Gunn est faite Alors, pour moi, c'est pas même James si je Gunn, lui hein. reconnais un super talent Ouais. C'est de pas James mise en Gunn, hein, scène, qui etc. réalise, hein. C'est pas James Gunn qui réalise, hein. Oui, mais c'est son univers, C'est son ça univers, prolonge bien son sûr. univers. Bien sûr. Et donc je pense que ça va. Je suis plus hypé par. Il y a un truc de DC Comics qui est un film d'horreur. On en Clayface. parlera peut-être. Voilà. Je suis plus Clayface. hypé par ça, par exemple, parce que Ouais, pour le coup, ouais. ça changera. Et toi, Olivier, sur Supergirl? A priori, j'irai le voir. Ouais. Je suis vraiment pas hypé, pas hypé. J'irai le voir. Je me ferai un avis. Moi, j'irai voir parce que les premières images que j'ai vues me plaisent. J'adore cette actrice. Why not? Et je termine sur les gros, enfin pas sur les gros, mais en tout cas sur les films forcément dont on va parler. Disclosure Day, le prochain Steven Spielberg avec Emily Blunt. Christophe? Ah ben moi, Steven Spielberg qui fait de la SF tous les jours, donc très très grosse hype. Olivier? Hype. Moi, la bande-annonce, ouais. Bah, le problème, c'est qu'on est en 2026, donc il fait. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Rencontre du troisième type. Le charme de Rencontre du troisième type en moins. La bande-annonce m'a pas fait sauter au plafond. Donc hype, parce que c'est Spielberg, parce que c'est SF, et que c'est qu'une bande-annonce, mais voilà. Je vais vous laisser dire les films dont je n'aurais pas cité, sur lesquels vous avez une hype. Moi, je vous donne les 2-3 sur lesquels en tout cas, j'ai appétence. J'ai très, 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 très hâte de les découvrir. Il y a Le Match du Kremlin d'Olivier Assayas, qui sort justement au mois de janvier, sur comment un conseiller de Poutine a un petit peu modelé tout ça. Et puis, voilà, Paul Dano, Jude Law, moi, je suis très, 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 très acheteur de ça. Marty Suprême de Josh Safdie, avec Timothée Chalamet, ça me donne très très envie. The Bride aussi, de Maggie Gyllenhaal, avec ce qui est en gros sur la fiancée de Frankenstein, ça me donne très envie. Le Better Christmas de Almodovar, dont ce que j'ai lu comme pitch me plaît vraiment beaucoup. On a parlé du Clayface aussi qui me donne envie, plus tout le reste. Olivier, de ton côté, qu'est-ce qui te hype, qu'est-ce qui te hype pas? Enfin, pas ce qui te hype pas, non, les films que tu as envie de Ouais. voir cette année plutôt. Alors, dans ceux qui me hype vraiment, il y aurait Digger, le prochain Inaritu avec Tom Cruise, Bien sûr, j'ai oublié, tiens. qui peut être une sacrée surprise, peut-être un Cruise modèle Magnolia. Moi, ça me tente grave. Il y a effectivement le Marty Suprême, parce que voilà, j'en entends tellement parler que de toute façon, j'ai envie de le voir ce que ça donne. Il y a bon, quand même, le Mandalorian et Grogu. J'ai envie. J'ai envie. Voilà. C'est pas une hype de fou, mais petite hype quand même.
il y a aussi, par curiosité, c'est de la hype quand même, mais il y a un Misérable de Fred Cavaillé avec Vincent Lindon, pourquoi pas, pour comparer avec les autres versions. Il y a Changer l'eau des fleurs parce que c'est un Jeunet que Jeunet il en fait pas tous les jours. Je suis quand même plutôt client de Jeunet avec Leila Bekti. Il y a LOL 2.0. Non là je déconne. Mais le film existe vraiment. Euh, Gourou de Yann Gozlan avec Nines et ils avaient fait Boîte Noire ensemble que Ouais, j'avais vraiment trippé. Donc pas du tout. voilà, j'ai envie de Ouais. voir. Ouais. Il y a évidemment, alors je l'ai découvert aujourd'hui en cherchant un peu tiens, qu'est-ce qui sort? Il y a et effectivement, pardon, le Amanga Navidad, moi je le fais en espagnol, le Almodovar. Mhm. Et puis, malgré tout, même si je trouve que c'était la fin parfaite sur le 4, il y a Toy Story 5. Moi, c'est une série qui me tient spécialement à cœur, donc voilà, Toy Story 5. Et Christophe, rapidement, tes hype de l'année? C'est bien, vous m'en avez enlevé pas mal. Donc je vais pas revenir sur Non. les vôtres. Il y a aucun autre choix. Le prochain film de Park Chan-wook, Ok. le gars qui a fait Old Boy, JSA, Mademoiselle, j'adore, je veux voir Ah, ça. Il y a Histoire parallèle d'Asghar Farhadi, j'adore le réalisateur et le casting est complètement fou. C'est Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Ninet, Vincent Cassel, Catherine Deneuve, je veux voir ça. Il y a le Testament d'Annie. Alors là, c'est une grosse hype. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'Annie. C'est une fondatrice d'un culte religieux et c'est une comédie musicale. Donc ça m'intrigue énormément. Il y a le Dogstar de Ridley Scott. C'est un film post-apocalyptique avec Jacob Elordi, Margaret Qualley et Josh Brolin. Juste une illusion, le prochain film de Toledo et Nakache avec Camille Cotin, Louis Garrel et Pierre Lotin. Même le casting est alléchant. pas La mal. bataille de Gaulle d'Antonin Brody qui avait fait un très bon Chant du Loup. Ce sera un diptyque, il y aura 2 gros films, ça m'intéresse fortement. Et Werewolf, moi j'aime beaucoup Robert Eggers. J'avais énormément aimé son Nosferatu et là il va faire un film sur les loups-garous, je veux voir ça. Le Changelo Odeur. le Changelo des fleurs dont parlait Olivier, alors il me hype autant qu'il me fait peur parce que moi j'ai lu le roman, j'ai adoré le roman et le roman est beaucoup trop dense pour en faire un film et donc je sais que je serai déçu parce que il devra faire des choix parce que c'est du cinéma, il n'aura pas le choix. Et puis les maîtres de l'univers, je veux voir ça parce que je sais que ça va être dans mon flop 5 de l'année parce qu'il y a notre ami Jared Leto qui va jouer Skeletor, qui va en faire des caisses et ça va être monumental. C'est C'est pas faux. magnifique. C'est magnifique. Alors, Olivier, rapidement, est-ce que tu peux nous faire le bilan de l'année 2025 sur ta petite rubrique box office? Oui, alors moi j'ai préparé, mais ça risque d'être un peu long, donc je vais essayer Ouais, de faire de court. coordonner tout ça. Non, mais le box-office est français et mondial. Euh, alors, très vite mondial, les 5 premiers, Neza 2, c'est le film chinois d'animation qui a rapporté 2 milliards 244 millions. Voilà. Va pas jusqu'au Un Chinois. centime. Ouais. Dont Zootopie 2 2, milliards 300 millions en Chine en plus. le Oui. Zootopie 2, oui, en plus. Zootopie 2 qui est pour le moment à 1,6 milliard. Avatar à 1 milliard. Lilo et Stitch, là on est dans le milliard encore. Un petit peu en dessous du milliard, Minecraft. Ensuite le Jurassic World. On est quand même évidemment sur des franchises, mais assez pauvres cette année. Moi je trouve que les premières bonnes surprises, c'est à partir du 9e avec F1, 10e Superman. Hmm. Et encore. Euh, oui, en plus ça dépend des goûts, mais bon, par rapport à tout ce que je Oui. viens de dire avant, Ah bah c'est oui, mieux que bon, les autres, on est d'accord. Quoique voilà. Avatar, non. Je sauve Avatar quand même. Mais on peut remarquer que dans les 10 premiers, pas de Mission Impossible 8, aucun Marvel, pas de Fantastic Four, pas de Captain America, pas de Thunderbolt. Euh, Est-ce que c'est pas la première fois qu'il n'y a pas un Marvel dans le top 10? Ça, franchement, ça se peut. Il y a eu, voilà. Euh, on reste sur une qualité de blockbuster, mais beaucoup de gens le disent, un peu à la ramasse cette année.
Quand on voit, j'en parlais aussi dans les résultats français de Minecraft, c'est assez hallucinant. Je m'intéressais surtout au box-office français, qui est en chute par rapport à l'année dernière, pardon, de 13,6%. C'est quand même assez énorme. Et c'est le pire box-office, en tout cas le pire box-office jusque-là, c'était 1999. Voilà, on peut se poser des questions. En fait, il y a eu pas mal de beaux succès. Alors, il n'y a pas eu ces petites, comment dire, alors, ces petites, ces trucs auxquels on n'attendait pas, justement, comme un petit truc en plus ou Monte Cristo l'année dernière, mais il y a eu quand même pas mal de bons résultats, avec le Zootopie, donc, qui est à 7,3 millions, Avatar à 6,5 millions, il y a eu Lilo et Stitch, F1 quand même 3 millions 3, il y a eu le Jurassic Park. Le premier français, c'est Les Tuches, 3 millions. Après Minecraft, Dragons, quand même, MI8. Conjuring, l'épisode 50 et quelques, je pense. Et j'ai juste pour vous dire, 11e déjà, La Femme de ménage avec plus de 2 millions d'entrées. Waouh. C'est un truc de dingue. En fait, le problème de ce box-office français, il y a quand même des très bons résultats. Le problème, c'est tous les mauvais résultats. Alors, je vais pas vous faire dans le détail parce que des budgets par rapport à ce que ça a rapporté. Mais il y a L'Homme qui rétrécit, Chien 51, The Ice Tower, Les Orphelins, Alpha, quand même 10 millions de budget pour 100 000 entrées, ou 13 nuits, 30 millions pour 470 000 entrées. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Le Routard, j'en ai même pas entendu parler, 14 millions de budget, 16 000 entrées, je sais pas ce que c'est. Il y a l'adaptation de Natacha, je sais pas si vous vous souvenez de la BD, presque 16 millions de budget pour 100 000 entrées. Voilà, par contre, il y a eu de grosses catastrophes industrielles, ce qui fait qu'entre moins d'entrées et des gros gadins comme ça, je pense que le cinéma français, les producteurs ont dû avoir un peu mal aux fesses en 2025. Les pires années, ça a été les années Covid, mais même si on les compte pas, c'est une catastrophe. C'est un truc qui n'est pas arrivé depuis plus de 20 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même pas des leçons à retenir sur la qualité de ce qui nous était proposé cette année? En fait, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit la dernière fois sur les tops et les flops, où on a eu des années où on était sûr de notre top 10, ça nous prenait 5 minutes à le faire. Peut-être plus dur cette année. Voilà, peut-être que le cinéma, que ce soit français ou même américain, hein, a besoin un peu de se remettre en cause et à arrêter de nous filer des adaptateurs, même les Français, hein, des adaptations de BD, des suites, des comédies. Bon, ça, on a un peu l'habitude des comédies euh, de niveau très inférieur. Voilà, il y a des questions à se poser quand on voit que ce qui marche le mieux, c'est Minecraft ou Dragon, qui n'a pas un intérêt, voire qui n'a aucun intérêt. Voilà. En Moi, espérant c'est qu'effectivement. ma première année où il n'y a aucun film du top 10 des entrées qui est rentré dans mon top 10. Je crois que Ouais, c'était c'est jamais pour. arrivé. Ouais. Ouais, je trouve que même les blockbusters, moi, je me souviens d'une époque où on se disait quand même, voilà, moi, je mettais quand même, bah, même toi, Lilian, je me souviens, on mettait les Avengers quand même, parce qu'on se disait, bon, oui, c'est pas le truc le plus, cinématographiquement, c'est pas le truc le plus ouf du monde, mais voilà, c'est un vrai kiff, tout ça. Cette année, voilà, on est, On fera. comme tu le disais, Lilian, moi aussi, mon plus gros kiff de blockbuster cette année, voilà, c'est F1. Donc finalement, c'est un film de voiture, de course automobile, ça veut tout dire. On fera un épisode. Le cinéma, c'était mieux avant. Voilà. En tout cas, j'ai regardé. C'est la première fois depuis 2011, hors année Covid, bien évidemment, où aucun Marvel n'est sorti, qu'aucun film Marvel ne figure dans le top 10 mondial annuel. La première fois depuis 2011. Donc, et à l'époque, c'était Thor et Captain America 1 avant l'explosion du MCU avec Avengers en 2012. Eh bien, je vous propose quand même de toucher de plus en plus à la fin de cette
très très longue émission, on savait que ça allait être très long, avec le film Vintage que je vous ai proposé, qui était donc Les Guerriers de la Nuit, un film donc de 1979, un film de Walter Hill. Alors, moi j'ai quelques petits trucs, hein, bien évidemment, pourquoi je vous ai demandé de voir ce film, mais je vous laisse tout simplement commencer. Christophe, si tu veux bien tirer le premier sur ce film, je t'en prie. Alors, je n'avais jamais vu Les Guerriers de la Nuit et pour le coup, j'en avais même jamais entendu parler, alors que j'ai vu qu'il a il a un peu un statut de film culte. Il avait fait beaucoup de bruit à sa sortie en étant interdit aux moins de 18 ans et je pense plus que par rapport à ce que ça raconte sur les gangs que par rapport à la violence, parce que finalement, la violence, ça va. Et même à l'époque, il y avait largement pire. Et je pense que ça aurait été mieux que je le voie dans les années 80. Il aurait sûrement eu un meilleur impact sur moi, mais j'ai quand même, je trouve quand même de bonnes choses, notamment toute l'ambiance qu'il installe. Il y a vraiment un côté BD, mais alors mais jusqu'au boutisme avec les transitions avec ces cases de BD qui se transforment en film, c'est génialissime. Ou les looks des gangs, c'est des looks ultra exagérés, outranciers, mais ça colle avec justement ce côté BD. La voix off, que j'ai adoré la voix off, avec cette DJ radio qui fait un mythe. Elle fait ce gang, ça devient un véritable mythe par la voix off. Après, le film, niveau scénario, bon, on s'en fout un peu. Les dialogues, c'est pas ouf non plus, mais le film va à l'essentiel. Il y a des scènes de tension de fuite avec ces warriors qui rencontrent ces différents gangs. Ça manque de crédibilité, mais moi je retiens surtout l'ambiance et puis c'est ce conte mythologique urbain. Alors, je tiens à préciser quand même, je fais une petite coupe avant enfin, je fais pas une coupe, je suis entre toi et Olivier pour dire que la version que tu as vue, c'est la version de 2005 qui a été remontée par Walter Hill, alors que la version de 1979 est plus âpre. Dans la version de 2005, c'est là qu'il y a le carton Sometime in the Future, enfin plus tard, quelque part dans le futur, parce que Walter Hill avait voulu faire de ça une espèce de fable urbaine légèrement futuriste, et elle n'existe pas du tout dans le montage d'origine, et toutes les transitions en style comic book ont été aussi faites en 2005, parce qu'en 79, il n'avait pas le budget pour les faire, tout simplement. Et il y a aussi... je me disais, c'était vachement bien gaulé par rapport à l'âge du film. Exactement. Et en fait, la Director's Cut ajoute un prologue narré par Walter Hill lui-même qui raconte l'épisode de l'armée grecque encadrée par les Perses. Et donc ça, c'est absent aussi de la copie d'époque. Et simplement terminer pour dire que le film en France avait été classé X pour incitation à la violence. Et aux États-Unis, il y a eu un gamin de 16 ans qui a été mortellement blessé au couteau par un groupe d'adolescents ayant vu le film. Et en Californie, il y a eu 2 morts par arme à feu. Et donc le film avait été totalement, temporairement retiré de l'affiche en février 79. Bien qu'il ait été numéro 1 au box-office dès son week-end d'ouverture. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un statut un petit peu étrange autour de ce film. Olivier. Oui, alors moi je l'avais vu, je l'avais déjà vu, c'est peut-être même la 3e fois que je le vois, je sais que je l'ai vu genre en cassette vidéo, un truc comme ça, que j'avais trouvé dans un truc pas cher. Voilà, j'aimais bien m'acheter des cassettes pour voir des trucs dont j'avais entendu parler, qui étaient un petit peu censurés, machin, comme ça. Effectivement. Alors c'est drôle ce que tu dis, effectivement, en relisant des choses, j'ai vu ce montage de de 2005, tu dis. Et c'est marrant parce que moi j'avais noté des trucs que finalement Walter Hill confirme avec son nouveau montage. Alors c'est un film qui est effectivement très ancré dans son époque, mais qui a plutôt bien vieilli à ma grande surprise. Ces guerriers, c'est un mix entre donc oui l'univers des comic books, je trouve, même sans les panneaux. Il y a un côté West Side Story aussi sur les gangs comme ça, mais aussi celui de l'histoire et de la littérature grecque, ce qui justifie un peu le côté épique du film. Là, les mercenaires, enfin, ce qui pouvait être pris comme ça, comme des mercenaires grecs. Je me souviens plus du nom de la légende des mercenaires grecs qui sont partis se battre contre des mercenaires persans.
Voilà, ici c'est remplacé par des gangs qui viennent des gangs qui viennent du ghetto. Mais voilà, il y a un côté très épique comme ça. Alors effectivement, à l'époque, comme tu commences un peu à le dire, Lilian, à l'époque, on accusait le film d'être un appel à la rébellion, mais en fait, le film pose surtout un regard sur les inégalités sociales des grandes villes. Hein, c'est pas pour rien que ça se passe à New York, et sur le phénomène des bandes, qui était très actuel à cette époque. Enfin, qu'il l'est toujours, cela dit. Euh, et malgré tout, avant d'être une représentation d'une réalité urbaine ou sociale, euh, le film reste tout simplement un film d'action super efficace, avec des scènes, parce que ça pourrait être très vite répétitif, hein. Et je trouve qu'il y a des nouvelles idées qui arrivent à chaque fois, qui maintiennent la dynamique sur l'ensemble du film. Les scènes de combat, je m'en suis rendu compte en le revoyant, les scènes de combat sont superbement chorégraphiées et super bien découpées. On voit ce qui se passe, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans les films. Et le film exploite surtout le super potentiel, hein, c'est une évidence, hein, mais le potentiel cinématographique de New York. Ouais, moi je m'en souvenais plus trop. J'avais un peu l'image comme ça des mecs en veste à franges, torse nu. Je me souvenais d'un truc un petit peu violent quand même quand je l'avais vu à l'époque, donc je m'étais dit ouais, ça me touchera peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais ouais, je trouve que ça a plutôt bien vieilli et puis voilà, ça reste un super film d'action. Moi, j'ai assez tripé de le revoir. Ouais, moi j'ai vraiment adoré le revoir ce film aussi parce que je pense que j'étais pris dans cette ambiance de l'époque. Faut pas oublier non plus que c'est un film qui a été tourné en 79. Il y a eu le blackout de 77 aux États-Unis, enfin à New York pardon, plus exactement, qui a transformé la ville. C'était une ville qui était pleine de violence comme ça, avec plein de gangs. Et à partir de 77 et jusqu'à encore plus aujourd'hui, et surtout dans les années 80, ça s'est gentrifié. C'est-à-dire que voilà, ils ont commencé à nettoyer New York de tous les gangs et tout. Et en fait, on voit très très peu la police. C'est une espèce de New York un peu magnifié. Deux trois détails. J'ai regardé un petit peu. Je suis allé chercher des informations sur le film. Dans la production, ils avaient engagé des vrais membres de gangs qui étaient payés en espèces quotidiennement pour assurer à la fois alors à la fois pour faire de la figuration, parce qu'il y a une grande scène de figuration au début avec plein de gangs, c'est que des vrais gangs qui sont là, donc il y avait une tension sur le tournage, d'autant plus que les mecs filmaient sans arrêt la nuit. T'as effectivement le design des costumes qui était assez révolutionnaire, les Baseball Furies avec leur uniforme de baseball, t'as même un gang de mimes. T'as un gang de mimes. Oui. C'est vrai que t'as un gang de mimes qui est vraiment génial. Et le look des Baseball Furies avait inspiré Marilyn Manson. Le jeu vidéo Double Dragon, c'est directement inspiré de ce film-là aussi. Et si on se rappelle un petit peu sur la fin, David Patrick Kelly qui joue Luther, hein, donc qui joue le méchant. Alors vous le reconnaissez si vous voyez le film, il a toujours une petite tête de petite fouine là. C'est un acteur que je pense qui a fait sa carrière là-dessus et spécialement là dans ce film, je crois que c'était dans Commando où il est tenu par la cheville par Schwarzenegger. Qui lui dit, tu te rappelles, je t'avais dit que je te tuerais en dernier. Ouais, tu m'as dit que tu me tuerais en dernier. Eh ben, je t'ai menti. Et puis, il le jette comme ça dans le vide. Et là, il y a une scène où, effectivement, il chante Warriors come out to play. Et puis, il joue avec des bouteilles de bière dans les mains. Et c'est un truc qui dure assez longtemps. Et c'est une scène qu'il a complètement improvisée sur le plateau et ils l'ont gardé au montage. Voilà, tout simplement. Écoutez, moi je suis très très content que vous ayez vu ce film et que vous l'ayez plutôt apprécié. On n'avait pas décidé lequel de vous deux allait nous imposer son prochain film. Alors je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut nous dire, Olivier, Normalement, Moi, Christophe. j'avais fait le mois non. dernier, c'est à Olivier normalement. Eh ben c'est à Olivier alors. Ça Donc, tombe bien parce que j'avais pensé à un truc. ouais, on t'écoute. Tout à l'heure, tu nous parlais de science-fiction Ouais. de Steven Spielberg. Je vous propose donc Minority Report. Oh, superbe. Ah, Bah, ça, il va faire plaisir celui-là. il est dans mon top 3 des Spielberg alors. Bon, bah alors très bien. Et comme ça, on va pouvoir se le revoir. Ça va être très intéressant, peut-être même de le regarder avec un œil, avec l'IA C'est ça. et tout ça. Je pense que ça va être très, 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 très chouette. On termine enfin cet épisode le plus long de l'éternité avec vos recommandations. Christophe, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci? Alors, ce mois-ci, je vais vous emmener en Espagne.
découvrir une mini-série d'un de mes réalisateurs préférés du moment, Rodrigo Sorogoyen. C'est celui qui a fait Asbestas, Madre, El Reno, Que Dios nos pardonne. Voilà, si vous n'avez pas vu, regardez tout ça, c'est absolument génial. Donc là, c'est une mini-série qui s'appelle Los Anos Nuevos et c'est disponible gratuitement sur Arte. Décidément, je suis gentil avec vous en ce moment. Et rien que le pitch, Lilian, tu vas adorer le pitch. Alors, c'est l'histoire d'un homme et une femme. Et lui, c'est le dernier enfant né en 1985. Elle, c'est la première enfant née en 1986. Et ils vont se rencontrer le jour de leurs 30 ans au réveillon du Nouvel An 2016. Et forcément, il va se créer une grande histoire. Et la grande idée de la série, c'est une série en 10 épisodes. Un épisode, un réveillon. Donc, on commence par le réveillon de 2016, puis 2017, puis 2019, jusqu'à 2025. Et donc, on va suivre ces personnages au fil du temps. Mais forcément, ça va jouer avec les attentes du spectateur, parce que entre ces 2 années, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et forcément, il s'est passé des trucs qui ont chamboulé leur vie sur une année. Et donc, tu les apprendras au fil de l'épisode. Ça joue vraiment avec ça. Et le duo fonctionne à merveille. Ils sont d'une justesse folle. Tu crois mais 1000 fois en leur couple. Tu t'attaches à eux. Tu te retrouves dans eux parce que c'est vraiment très fort sur ce que ça raconte sur la vie du couple. Et puis, c'est pas un couple facile. Sinon, ils n'en auraient pas fait une série. Après, c'est pas une série où il va y avoir beaucoup d'action. C'est des scènes de vie. Ça ressemble pas mal à Normal People. Je sais pas si vous aviez vu. C'était pas mal du tout. À l'époque, c'était un truc anglais, je crois. Et il y a quand même quelques moments qui sont assez hors normes. Il y a un passage en boîte de nuit qui est un peu surréaliste. Il y a une rencontre avec un marginal qui est génialissime. Et puis Sorogoyen, moi j'aime, c'est sa mise en scène. Le gars, il laisse de l'espace à ses acteurs pour qu'ils jouent et il laisse souvent traîner les plans. Il fait énormément de plans séquences. Et il se dégage vraiment de la puissance des scènes. Il y a une scène d'engueulade en voiture, mais qui te met les poils. Et l'épisode final, le dernier épisode, c'est un masterclass à lui tout seul. À la fin, j'ai une montée d'émotion, mais monstrueuse. C'est vraiment très, très beau. Foncez voir Los Anos Nuevos. Et puis, si vous ne connaissiez pas le réalisateur, vous allez tomber amoureux du réalisateur, vous rattraperez tout. Merci, je m'insère une nouvelle fois entre Olivier et toi pour vous faire moi ma recommandation qui n'a rien à voir. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas de la télé, ce n'est pas une série, ce n'est pas un film, ce n'est pas de la musique. Et oui, je vais vous faire une recommandation de geek. Si vous jouez à des jeux vidéo ou si vous ne jouez pas à des jeux vidéo, il y a un jeu sur lequel vous devez vous précipiter, qui est un jeu narratif épisodique. Ça s'appelle Dispatch. C'est extraordinaire. Je suis dessus. Je viens de le terminer, c'est extraordinaire. Mais vraiment, en gros, t'as 8 épisodes. Pour le moment, t'as 8 épisodes. Hein, je sais qu'ils ont prévu une saison 2. Il y a 8 épisodes. En fait, tu suis une série dans laquelle tu interviens par certains moments avec des micro-jeux à l'intérieur et tu peux agir dans les dialogues et selon ce que tu vas dire, eh ben ça va légèrement modifier l'histoire et tout ça. En gros, c'est quoi? Tu joues Robert Robertson, on ne l'invente pas, qui est joué par Aaron Paul, que je rappelle, son personnage c'était mince dans Breaking Bad. Personne ne va m'aider. Jesse Pinkman. Jesse Pinkman, voilà. Aaron Paul donc joue Robert Robertson. C'est un super-héros complètement cramé, reconverti en dispatcher, en gros qui gère une équipe de super-héros. C'est vraiment un Suicide Squad, plus ou moins fiable, dans une agence de héros sous-payés. Le jeu mélange écriture ultra ciselée, l'humour, comédie façon The Boys un peu soft, et une vraie mécanique de gestion de choix, de dialogue et de mission avec des conséquences lourdes sur les relations, les arcs de personnages et même la réussite des interventions. Et c'est génial parce que la narration, elle est dinguissime. Les dialogues sont à mourir de rire, c'est de l'humour noir. Ouf! C'est même très osé à plein de moments, c'est un peu sexo. La mise en scène et la DA sont vraiment au niveau d'une série animée prestige. Alors, c'est mieux animé que Invincible, mais ça te fait penser un petit peu à Invincible et ça peut aller légèrement aussi, alors sans aller jusqu'à Arcane, mais il y a des éléments de visuel qui fonctionnent comme ça. Le casting vocal, évidemment, encore une fois, est ouf. La BO, elle tabasse, mais vraiment, elle
tabasse. J'ai même regretté d'acheter le jeu genre de base. Quand tu achètes le jeu premium, tu peux avoir toute la BO, mais je vais la récupérer aussi. T'es pas spectateur, tu composes ton équipe, et en fait, tu as l'impression de regarder un épisode d'une série absolument géniale, mais tu peux intervenir dans cette série. C'est sublime, ça s'appelle Dispatch. C'est dispo sur PC et je crois sur PS5, enfin sur PS. Il n'y a pas encore sur Xbox, etc. Mais le jeu fait un carton de toute façon en ce moment. Ils en sont à 1 million de copies. C'est extraordinaire, même si vous ne jouez pas à des jeux vidéo et que ça ne vous demande pas de skills, c'est pas un FPS là où vous êtes comme ça avec votre manette comme un fou furieux. C'est extraordinaire. Christophe, toi, tu joues dessus, c'est ça en ce moment? Ouais, je viens de finir l'épisode 3, mais je prends vraiment un pied. Mais c'est vraiment, tu regardes une série plus que tu joues un jeu. T'interagis dans la série, C'est quoi. ça, ouais. Qu'est-ce que c'est bien écrit. C'est vraiment bien C'est extraordinairement bien écrit et voilà et Blazer, enfin Aurore, elle est canonissime. Olivier, ta recommandation? Alors, je vais être en total impro parce que je vous avoue que tout d'un coup, quand on a commencé l'émission, je me suis dit, mince, j'ai oublié de faire une reco. Bah, t'es pas obligé d'en faire. Donc voilà, je vais quand même vous parler d'une série. Alors, c'est sur Netflix. Ça devait être, je crois, en novembre, mais je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'appelle Nero. C'est avec Pio Marmaille, c'est donc une série française. Pio Marmaille, Alice Isaz, Olivier Gourmet. Voilà, ça se passe dans le sud de la France en 1504. Là, je dis merci Wikipédia. Nero, assassin cynique et redoutable, doit protéger. Donc, il travaille pour un riche seigneur. Il doit protéger sa fille de 14 ans, accusée d'être la dernière descendante du diable, qui doit provoquer la fin du monde. Ils s'engagent tous dans une aventure. Alors, il y a des tas de personnages qui rentrent et tout, voilà, comme les séries le font. Entre vengeance et rédemption, Nero, devra choisir sauver sa peau ou sauver sa fille. Voilà, donc ça commence, voilà, il y a un côté, comme c'est très bien le faire Pio Marmaille, un côté un peu film en costume d'aventure à la Belmondo, voilà, un truc un peu comme ça. Il est un peu dans son personnage qu'il avait dans Les Trois Mousquetaires. Donc bon, c'est très sympa, c'est surtout très très bien filmé. Les réalisateurs, je sais plus quel est leur nom, mais en tout cas c'est hyper bien filmé. J'aime pas dire ça, mais pour une série française, c'est hyper chiadé. Alors, comme d'hab, Netflix met les moyens, donc il n'y a pas de souci. Ça part comme ça, comme un truc d'aventure un peu spirituel, voilà, qui parle du bien, du mal, le méchant curé à la Frollo dans Notre-Dame de Paris, et on part sur un truc un peu fantastique, même très fantastique et très violent. Ça commence assez, je vous dis, truc d'aventure un peu à la Cartouche, Les Mariés de l'an 2, Belmondo, voilà. Pio Marmaille en fait un peu des caisses comme ça en tueur aventurier, et ça part dans quelque chose de très mystique, voilà, chercher le mot, de très mystique. C'est assez violent, et mais petit à petit ça devient assez addictif. Voilà, j'ai commencé un peu, voilà, un épisode, 2 épisodes, parce que voilà, sympa, et à la fin j'ai un peu torché le truc parce que c'était vraiment cool. Voilà, donc même belle recommandation de séries françaises sur Netflix. Eh bien, merci Olivier de cette dernière recommandation. Voilà, l'épisode était évidemment très long. Voilà, c'était aussi pour fêter notre anniversaire. On a fait long sur des films et des séries qui étaient aussi importantes. On essaye de resserrer à des moments, mais voilà, il y avait plein de choses à dire. Nos recommandations, nos envies de cinéma de cette année. On essaiera de faire plus court pour le prochain. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça aidera nos amis parisiens à supporter les bouchons, c'est pas mal. Exactement, c'est ce qu'on fait. Oui, ou alors dans les transports en commun. Donc, merci Christophe, en tout cas. Bah de rien, merci à vous. Et merci à toi aussi, Olivier. Oh bah ça me fait plaisir de pouvoir me lâcher. Oh, voilà. En tout cas, on finit, comme d'habitude, dans un état critique. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous souhaite de vous faire de bonnes toiles. Ciao.